Merci de passer votre heure de dîner avec nous. Alors, il est maintenant 12h02, puis je sais qu'on a juste une heure, alors je vais commencer tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre atelier portant sur le harcèlement sexuel au travail. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis juriste responsable des projets à la GFO et je vais livrer l'atelier d'aujourd'hui. Qui sommes-nous? Alors, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, ou la GFO, on est une communauté juridique et un centre d'expertise en français qui œuvre depuis 1981. On a plus de 1000 membres, donc la GFO est le plus grand regroupement de professionnels juridiques francophones en Ontario. Toute personne qui partage la vision puis qui appuie la mission de la GFO peut devenir membre, qu'elle soit avocate, juge, traductrice, interprète, professeur, étudiant en droit, stagiaire, intervenant communautaire ou même membre du grand public. Notre mandat est celui que vous voyez à l'écran. Alors, 2 langues officielles, une justice égale. Et notre mission est de faciliter l'accès égal à la justice en français pour tous et partout en Ontario. J'aimerais mentionner que cet atelier aujourd'hui est livré grâce au financement du ministère de la Justice du Canada dans le cadre du projet pan-canadien de prévention des harcèlements sexuels au travail. Alors, dans cette petite heure, on va essayer de passer à travers de ce que vous voyez à l'écran. Alors, je vais vous donner un peu de contexte et on va passer à travers quelques définitions. Ensuite, on va faire un scénario. On va discuter des différentes obligations des employeurs, les droits des employés, le processus de plainte, les différentes options pour une victime et ensuite l'impact possible sur le statut d'immigration d'une personne. Très important à noter que l'information juridique que je vais vous donner aujourd'hui correspond au droit en vigueur en février 2024 en Ontario, puis ça contient de l'information générale. Si jamais vous désirez avoir un conseil juridique, je vous invite à communiquer avec un ou une avocate. Comment allons-nous fonctionner aujourd'hui? Pour les exercices, on va utiliser une application qui s'appelle Slido. Alors, vous pouvez accéder à Slido en utilisant le code QR que vous voyez à l'écran. Puis, ou vous pouvez aller sur le site slido.com et ensuite utiliser le code que vous voyez 3443124. Vous allez avoir ce code QR-là à travers de tous les exercices. Alors, si jamais que vous n'êtes pas capable de vous enregistrer tout de suite, vous pouvez le faire au fur et à mesure aussi. Mais je vous inviterai à participer au Slido. Ça fait plus plaisant pour tout le monde. Merci d'avance. Alors, je vais faire un petit test du Slido. Mais je vais vous laisser quand même un petit peu de temps pour vous rejoindre sur slido.com. Et ensuite, ça devrait apparaître automatiquement. Puis, je vous demanderai comment avez-vous entendu parler de cet atelier. Puis ensuite, vous pouvez répondre soit à travers du site web de la GFO, les réseaux sociaux de la GFO, si vous avez entendu parler de l'atelier à travers de vos collègues ou vos amis, si vous avez fait une recherche sur les moteurs de recherche ou si vous avez trouvé ça d'une autre façon. Si vous utilisez Hôte, je vous demanderai d'écrire dans le chat ou dans le QR comment que vous avez été capable de nous trouver. Alors là, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont répondu sur 4. Je vais laisser une petite minute sur 5. Le site web de la GFO. 3, parfait. C'est bien, merci. Content de savoir que notre nouveau site web fonctionne comme qu'il devrait. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Alors ici, je vais juste commencer avec un peu de contexte. Alors, il y a plusieurs statistiques qui vont ressortir de cette présentation ici qui ressortent d'un sondage d'Emploi et Développement social Canada de 2017. Si je dis un sondage, c'est ce sondage ici que je vais parler de. La présentation va être disponible par la suite, alors vous pouvez aller voir le sondage en utilisant le lien sur la diapositive. Le sondage-là a révélé que parmi les gens qui ont répondu, qui ont affirmé avoir vécu de l'harcèlement sexuel au travail, 94% des répondants, c'était des femmes. En outre, il y avait aussi des personnes handicapées et aussi des membres d'une minorité visible qui étaient plus vulnérables de subir du harcèlement que d'autres groupes. Il y avait aussi des intervenants communautaires qui ont répondu à ce sondage-là, puis ils ont souligné l'importance de considérer aussi d'autres facteurs qui vont augmenter le risque de subir du harcèlement sexuel, par exemple l'âge, la capacité et aussi l'ethnicité. Maintenant, quelques définitions.
C'est quoi le harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel peut prendre différentes formes. Ça peut être des gestes, ça peut être des paroles, des insinuations, ça peut même être du langage non verbal à connotation sexuelle. Mais ce sont tous des comportements qui sont non désirés et qui se produisent dans un cadre professionnel. C'est pas nécessaire que le comportement soit répété. Par exemple, un seul incident grave pourrait constituer du harcèlement sexuel. Je vais aussi, j'ai oublié de mentionner, je vais vous distribuer une trousse d'accompagnement par la suite de l'atelier. Puis dans cette trousse-là, il va y avoir une liste non exhaustive de comportements qui pourraient être considérés comme du harcèlement sexuel au travail et d'autres choses en plus. Puis la question qu'il faut se poser pour savoir si c'est du harcèlement sexuel au travail, c'est est-ce que la personne aurait-elle dû savoir que son comportement était inopportun, offensant ou non désiré? Puis si c'est oui, c'est du harcèlement sexuel. Alors, l'intention derrière le comportement, c'est moins important. Le harcèlement, c'est l'impact sur la victime qui est important. Puis c'est aussi important à noter que le comportement à connotation sexuelle n'implique pas nécessairement des rapports sexuels. Ça peut être des comportements fondés sur d'autres choses. Par exemple, sur le sexe d'une personne, son genre, l'expression de son genre, puis même l'orientation sexuelle. Maintenant, c'est quoi le milieu du travail? La définition du milieu du travail, c'est très large. Ça comprend le lieu où on travaille habituellement, mais aussi tout autre endroit qui est lié au travail. Par exemple, le bureau, évidemment. Mais si jamais il y a un 5 à 7 dans un restaurant ou un bar organisé par votre employeur, si l'employeur reçoit son équipe pour un souper de fête à sa maison, un avion pendant un voyage d'affaires, même un restaurant durant un dîner avec des clients. Puis c'est aussi important de noter que le harcèlement, ça n'a pas besoin de venir d'une personne qui travaille directement avec la victime. Ça peut aussi venir d'une personne qui est liée à l'organisation comme un client, un usager, même un fournisseur. Puis le harcèlement aussi, ça peut toucher toute personne qui travaille pour l'organisation, qu'elle soit rémunérée ou non. Ça peut être, par exemple, des personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, des personnes qui travaillent contrat, des personnes qui complètent des stages ou qui agissent même à titre de bénévole et qui ne reçoivent pas de paye. Alors, un de mes plusieurs petits exercices de Slido qui va être dans cette présentation ici. Première question, vrai ou faux? Est-ce qu'un comportement doit être répété pour qu'il constitue du harcèlement sexuel? Maintenant, je vais vous laisser un peu de temps. Je vois qu'il y a une personne dans la salle. Parfait. Alors, 3 personnes ont répondu faux. Vous avez bien écouté. Excellent. Alors, comme j'ai mentionné, si c'est un seul incident qui est quand même très grave, ça peut être constitué comme du harcèlement sexuel. Ça n'a pas besoin d'être répété. Alors, ça va quand même dépendre des circonstances ainsi que la gravité du comportement. Deuxième question. Le fait que la personne n'avait pas l'intention d'harceler est important puisque si ce n'est pas intentionnel, ça ne constitue pas du harcèlement sexuel. Vrai ou faux? Je vais vous laisser quelques secondes. Alors, c'est faux, vous avez raison. Comme j'ai mentionné, c'est l'impact du comportement sur la victime qui est important. L'importance, c'est la perception de la personne qui se fait harceler, comment elle se sent par rapport à ces comportements-là et non l'intention derrière les comportements. Et dernière petite question de ce petit quiz, le premier quiz de plusieurs. Le harcèlement sexuel peut être un comportement qui est fondé sur le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, A et B, ou toutes les réponses ci-dessus. Oui, vous avez raison, si. Alors, comme j'ai mentionné, le harcèlement sexuel, c'est pas nécessairement un geste sexuel comme un rapport sexuel. Ça peut aussi être un comportement qui est fondé sur le fait qu'une personne a un sexe féminin ou masculin, son genre, son orientation sexuelle, la façon qu'elle décide d'exprimer son genre ou son orientation sexuelle aussi. Ce sont toutes
des différents comportements qui pourraient être reliés à l'harcèlement sexuel. Bravo! Non, vraiment, là, ça va être beaucoup d'informations, fait que j'espère que les petits quiz vont vous aider à consolider ces informations-là. Alors, je vous présente un scénario, puis ensuite, on va avoir d'autres exercices de Slido. Dominique complète un stage au sein d'une certaine entreprise, puis on a Anne-Marie, qui est une cliente régulière, souvent dirigée vers Dominique pour effectuer ses transactions. Dominique est une personne transgenre et elle affiche ouvertement ce fait. Anne-Marie n'a jamais connu une personne transgenre, puis elle est très curieuse de ce fait. Elle questionne constamment Dominique sur toutes sortes de choses. Par exemple, est-ce qu'elle a subi l'opération? Est-ce qu'elle prend des hormones? Est-ce que la tuyauterie est en bon état? Est-ce qu'elle a des règles? Des choses comme ça. Puis, c'est des questions qui rendent Dominique très mal à l'aise. Maintenant, à la lumière de ces faits, est-ce que vous pensez que c'est du harcèlement sexuel au travail? Oui ou non? Je vais vous laisser une petite minute. Oh, c'est divisé. Alors, je vais vous laisser la chance de vous justifier. Si vous avez répondu oui, vous pensez que c'est du harcèlement sexuel, vous devriez être capable d'écrire une petite phrase. Vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas, mais si vous voulez dire c'est quoi les raisons que vous pensez que c'est du harcèlement sexuel, je vais vous donner quelques secondes ici pour le faire. Je vois que quelqu'un tape, alors je vais laisser quelques instants. Le fait que Dominique soit mal à l'aise, mais il n'y a pas d'intention d'avoir des actes sexuels ou autres, c'est la curiosité. Alors, oui, en effet, on sait que l'impact de ces questions, c'est de rendre Dominique mal à l'aise. Évidemment, comme que vous avez mentionné, la curiosité et l'intention derrière les questions, mais comme que j'ai mentionné quelques fois, l'intention n'est pas importante, c'est l'impact qu'il y a, puis la perception de la victime de qu'est-ce qui se passe. Alors, bonne réponse. Puis, si vous avez répondu non, pourquoi? Puis ça se peut que vous avez la même réponse que la personne qui a déjà répondu. Mais si jamais que vous voulez ajouter quelque chose, je vous invite à le faire tout de suite. Merci beaucoup en passant de participer au Slido, c'est très apprécié. Alors, l'interaction entre l'employeur et l'employé est impolie, non professionnelle, mais ce n'est pas de l'harcèlement sexuel. Alors, merci de votre réponse. Alors, ce n'est pas l'employeur et l'employé ici non plus, ce serait un employé et une cliente. Mais comme j'ai mentionné, l'harcèlement sexuel, ça n'a pas nécessairement besoin de venir de quelqu'un qui travaille directement avec la victime. Ça peut être une personne liée à l'entreprise comme client, un usager, un fournisseur, quelque chose comme ça.
Mais oui, c'était de l'harcèlement sexuel. Le fait qu'Anne-Marie n'avait pas l'intention d'harceler Dominique, c'est pas ça qui est important. Les questions qu'elle pose sont humiliantes, sont intimes. Clairement, ça rend Dominique mal à l'aise. De plus, c'est un comportement qui est répété et continue. Elle continue toujours de le faire à chaque fois qu'elle vient faire ses transactions avec Dominique. C'est pour cette raison-là que c'est quand même important de sensibiliser le public. L'harcèlement sexuel, c'est une zone très grise. Ce sont un peu, c'est quoi qui peut constituer le harcèlement sexuel? Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important de sensibiliser le public, sensibiliser des intervenants, puis pour appuyer les victimes de harcèlement sexuel et les aider à reconnaître aussi. Je pense que c'est la reconnaissance qui est un peu difficile parfois. Comme j'ai mentionné, c'est très gris. Mais merci beaucoup de votre participation. Alors maintenant, les employeurs, ce sont quoi leurs obligations dans des cas de harcèlement sexuel? Les obligations des employeurs, aussi les droits des employés, découlent de la loi provinciale et fédérale qui porte sur la santé et la sécurité au travail et aussi sur les droits de la personne. Pour déterminer si c'est la loi fédérale ou la loi provinciale qui s'applique, ça va dépendre de quelle réglementation s'applique à l'employeur. Alors, le régime provincial de l'Ontario va s'appliquer à tous les employeurs qui ont des opérations et des employés en Ontario, sauf si l'employeur est sous réglementation fédérale. Là, je vais juste prendre par exemple, disons qu'on est ici à Ottawa, puis c'est une entreprise du gouvernement fédéral qui est physiquement ici à Ottawa, ils sont quand même sous réglementation fédérale, même s'ils ont des employeurs et des opérations en Ontario. Le fait que c'est une entreprise fédérale, ça fait en sorte que ça va être la législation fédérale qui va s'appliquer. Ici en Ontario, on a la loi sur la santé et la sécurité au travail qui contient les obligations et les droits. En plus, on a le Code des droits de la personne de l'Ontario qui prévient la discrimination et le harcèlement. Puis ça, c'est fondé sur plusieurs motifs. Puis là, j'ai une liste non exhaustive des motifs ici sur la diapositive. La race, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, puis plusieurs autres aussi qui sont disponibles dans le code. Alors, généralement, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger ses employés du harcèlement au milieu de travail. Puis ça comprend la protection contre le harcèlement sexuel également. Comme j'ai mentionné, la loi sur la santé et la sécurité au travail ici en Ontario prévoit 3 volets aux obligations de l'employeur en matière de harcèlement au travail. Premièrement, l'employeur doit préparer une politique écrite et élaborer aussi un programme de mise en œuvre de cette politique-là. Petite exception, l'employeur n'est pas obligé de préparer une politique écrite ou un programme écrit lorsqu'il y a moins de 6 employés réguliers dans le lieu du travail. Alors, 5 et moins. Les employeurs doivent aussi respecter les minimums qui sont requis dans la loi pour l'élaboration de la politique. Par exemple, elle doit être rédigée par l'employeur, affichée dans un endroit qui est facile à voir, examinée aussi souvent que nécessaire et datée et signée par la personne la plus haut placée dans l'entreprise. Ça, c'est tous des minimums qui sont écrits dans la loi. En plus de tout ça, selon la loi, la politique et le programme de mise en œuvre doivent comprendre certaines choses. Par exemple, la procédure que les employés doivent suivre pour signaler des incidents. Aussi, comment l'employeur va compter faire face à des plaintes. Puis aussi, on a, je l'ai mis dans, vous allez recevoir une liste de ressources aussi dans la trousse d'accompagnement. La Commission ontarienne des droits de la personne a fait un guide pour les employeurs pour les aider à élaborer des politiques et des programmes contre le harcèlement au travail. Puis, il y a aussi des modèles de politique qui ont été conçus par l'entreprise Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Puis ça, c'est des ressources que vous allez recevoir dans votre trousse d'accompagnement. Ensuite, il y a aussi une obligation de former le personnel. Donc, l'employeur doit fournir des renseignements aux employés par rapport à le contenu de la politique et du programme. C'est impératif de former les employés sur ce qu'il faut faire lorsqu'on se croit victime, lorsqu'on est témoin des comportements comme ça au travail, la façon qu'on peut obtenir de l'aide, comment on peut signaler ces incidents-là à l'employeur, puis la façon que l'employeur va enquêter, les rôles, les responsabilités de chacun et chacune. Et finalement, l'employeur doit faire une enquête appropriée dans des cas de plainte de harcèlement au travail. Puis, la personne qui a fait la plainte et la personne prétendue harceleuse doivent être informées des résultats de l'enquête et aussi des mesures correctives qui ont été prises s'il y en a eu. Puis, tout ça par écrit. On va aller plus en détail sur l'enquête, le processus de plainte
plus tard, mais généralement, ce sont ça les trois obligations des employeurs. Alors, c'est important de savoir que même si, oui, c'est certain que la victime va avoir la plupart des conséquences s'il y a du harcèlement sexuel au travail, il y a aussi l'ensemble de l'organisation qui peut aussi avoir des conséquences, disant qu'il y a une situation de harcèlement au travail. Pour l'entreprise, ça pourrait être qu'il y a une perte de productivité, qu'il y a une perte d'intérêt ou d'engagement du personnel, euh, qu'il y a une diminution de la qualité des services, une augmentation du risque d'erreur et une augmentation d'absentéisme ou de roulement personnel. Alors, voici quelques bonnes pratiques de l'employeur pour prévenir le harcèlement sexuel. Alors, l'employeur doit non seulement mettre en place des politiques, mais doit aussi s'engager à offrir un environnement de travail sain où il n'y a pas de harcèlement sexuel au travail ou de harcèlement au travail généralement. L'employeur peut aussi prendre des mesures préventives, puis il doit prendre des mesures raisonnables pour prévenir les actes. Puis, afin d'améliorer la prévention, l'employeur doit s'assurer que la politique qu'il va écrire est claire. Aussi s'assurer que les employés sont au courant qu'il existe une politique au sein de leur organisme. Puis pour faire ça, l'employeur peut faire différentes choses. Il peut distribuer une copie physique dès qu'elle est écrite. L'employeur peut inclure la politique dans une trousse d'orientation pour les nouveaux membres du personnel. L'employeur peut former le personnel, particulièrement ceux qui sont dans des postes de haut niveau, par exemple des personnes qui pourraient être des personnes qui vont recevoir des plaintes. Aussi, c'est ça, la formation du personnel, c'est vraiment sur le contenu de la politique, puis comment la politique va être appliquée dans le cas d'une plainte. Une autre ressource que vous avez ici sur la diapositive, c'est le gouvernement de l'Ontario qui a fait un code de pratique sur le harcèlement sexuel au travail. Ce code-là, ça inclut des outils et aussi des ressources pour appuyer les employeurs afin de créer un environnement de travail qui est sain. Disponible sur le site web si vous cliquez le lien sur la diapositive quand vous l'aurez. Alors, on a parlé des obligations des employeurs. Il y a aussi le droit des employés. Le même sondage que je parlais de au début de la présentation a révélé que ça a été difficile pour les répondants à résoudre les incidents, puis que 75% de ceux qui ont eu des incidents d'harcèlement sexuel au travail ont indiqué qu'ils ont eu des obstacles en tentant de régler leurs problèmes. Puis, les obstacles les plus courants qui ont été mentionnés dans le sondage sont les suivants. Le fait que la plainte n'a pas été prise au sérieux par le superviseur, la gestionnaire ou la direction. Le fait qu'après avoir fait une plainte, une enquête n'a pas été lancée. Et finalement, le fait que l'employé a subi des représailles de la part des personnes en situation d'autorité suite à le dépôt d'une plainte. Le même sondage a aussi souligné que les employés, pour aussi assurer le fait qu'ils travaillent dans un environnement de climat de travail non toxique, sans harcèlement sexuel, peut avoir une responsabilité à veiller à ce qu'il n'y a pas de commentaires ou comportements inappropriés dans le milieu du travail. Puis pour faire ça, les employés peuvent s'informer sur le sujet et suivre des formations sur le harcèlement sexuel au travail de façon régulière, annuelle, biannuelle, quoi que ce soit. Mais les employés peuvent s'informer sur leurs droits et aussi leurs responsabilités légales. Ils peuvent s'informer sur les politiques qui sont mises en place et aussi elles peuvent mettre en pratique des pratiques qui vont permettre des collègues d'être plus à l'aise. Là, je dis par exemple, proposer à une collègue de laisser la porte ouverte lorsque vous avez une rencontre avec lui ou elle, ou proposer, si vous savez qu'elle n'est pas confortable, proposer qu'une autre personne soit présente durant la réunion. Ça, c'est juste des deux exemples des pratiques qu'on pourrait faire pour mettre les autres gens plus à l'aise. Alors, si on est témoin, ça peut être difficile aussi. Certainement, si on est victime d'harcèlement sexuel au travail, ça peut être difficile d'en parler. Mais si on est témoin, ça peut être difficile également. Mais le fait qu'on est témoin, ça peut appuyer les victimes, leur donner un regard extérieur, les permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'elles vivent. Alors, selon le niveau de confort et de sécurité du témoin, il y a différents niveaux d'intervention qui sont possibles. Alors, si vous êtes témoin, vous pouvez en parler à la personne responsable des faits directement si vous vous sentez confortable, exprimer votre désapprobation, dire que
vous n'êtes pas correct avec ce qu'il a fait. C'est aussi possible de parler des comportements avec votre gestionnaire ou les personnes chargées des ressources humaines si vous vous sentez confortable de faire ça. Puis là, il faut savoir que selon les faits de la situation, si on parle à quelqu'un, au gestionnaire ou à les ressources humaines, à ce point-là, ça se peut qu'une enquête va être débutée. Puis qu'on on demanderait de témoigner. Les témoignages demeurent toujours confidentiels. Puis c'est aussi important de noter qu'une personne qui dénonce des faits d'harcèlement sont protégées par la loi également. Puis si jamais vous vous sentez pas confortable à faire ces deux choses-là, vous pouvez aussi parler à une personne de confiance, comme un membre de votre famille, un ami, une personne de ressources dans votre milieu de travail que vous vous sentez confortable avec. Et aussi, si jamais que vous êtes témoin d'un acte, puis vous voulez parler à la victime, vous pouvez lui demander comment elle se sent par rapport à la situation et aussi valider ses sentiments. C'est important de l'écouter. Aussi lui dire que ce dont vous avez été témoin vous a mis mal à l'aise, vous autres aussi. Si jamais que la personne n'est pas confortable à signaler les incidents, vous pouvez soit lui donner une copie de la politique dans votre organisation, lui donner une liste de ressources communautaires qui pourraient l'aider, les choses comme ça, mais pas la forcer à faire un signalement si elle n'est pas prête. Alors, il y a certainement des conséquences sur les victimes. Les comportements non désirés continus vont provoquer plusieurs sentiments chez la victime, que ce soit des sentiments d'insécurité, de peur, de stress additionnel, de pression, des sentiments d'impuissance. Ça va tout nuire à la santé de la personne, la santé physique et également mentale. Euh, la peur de représailles, dans le fond, c'est des conséquences données par les personnes d'autorité parce qu'on a fait une plainte. Et aussi, la méconnaissance des droits des employés, ça peut être des raisons pourquoi les victimes ne signalent pas des incidents d'harcèlement sexuel au travail. Il y a aussi certaines victimes qui se voient contraintes de prendre des congés ou même quitter leur poste ou leur emploi parce qu'ils ont tellement peur d'aller au travail. Les conséquences du harcèlement sexuelles qui sont psychologiques vont durer très longtemps, puis ça va certainement pas se rétablir dès le moment que le harcèlement finit. Ça va continuer pour un bout, puis habituellement ou souvent, ça va seulement être avec le rétablissement d'un climat de travail qui est sain dans l'entreprise, puis qu'il n'y a aucune période d'harcèlement au travail que les conséquences vont commencer à mieux aller. Alors maintenant, j'aimerais te parler rapidement des processus informels de résolution. Alors, il y a certains employeurs qui vont être très flexibles dans les options de règlement, puis qu'ils vont utiliser une structure particulière dépendante de l'entreprise. Par exemple, il y a certaines organisations qui vont mettre en place des pratiques de résolution de conflits informels, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont faire appel à des médiateurs directement. Tout processus formel d'enquête, comme la nomination d'une personne compétente, qu'on va discuter plus tard, ne devrait être utilisé que lorsque les autres moyens de résolution de conflit ont été essayés puis que ça n'a pas fonctionné. Puis aussi, les processus d'enquête devraient être menés en temps opportun et de manière rentable dans les circonstances. Un autre petit quiz de 4 questions pour voir si vous avez bien consolidé les informations par rapport à les obligations des employeurs et les droits des employés. Première question. De façon générale, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger ses employés du harcèlement au milieu de travail, mais cette obligation ne s'étend pas au harcèlement sexuel. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Oh, ben. Alors, ça c'est faux. Alors, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures raisonnables de protéger ses employés contre le harcèlement au travail, puis ça va également inclure le harcèlement sexuel au travail. Prochaine question. Quelle loi prévoit les obligations des employeurs en Ontario et les droits des employés en matière de harcèlement sexuel? Est-ce que c'est la loi sur la santé et la sécurité au travail, la loi sur les actions pénales, la loi sur les accidents du travail ou la loi sur les agences de partenariat public-privé au Québec?
vous laisse quelques instants. Alors, pour les 2 personnes qui ont répondu, vous êtes correct. En Ontario, nous avons la loi sur la santé et la sécurité au travail qui détermine ce sont quoi les obligations des employeurs et qui protège les droits des employés. Troisième question. L'employeur est obligé de préparer une politique écrite sur le harcèlement au travail et un programme de mise en œuvre, même s'il y a moins de 6 employés réguliers dans le lieu du travail. Vrai ou faux? Faux. Alors, vous avez tous raison. S'il y a de 1 à 5 employés réguliers dans un milieu de travail, l'employeur n'est pas obligé de préparer une politique écrite et un programme de mise en œuvre. Ça, c'est la seule exception. Et quatrième question. Si vous avez été directement ou indirectement témoin du harcèlement sexuel de votre collègue, vous devez l'obliger à signaler ses comportements inappropriés, même si elle ne veut pas le faire. Vrai ou faux? Faux. Vous avez peut-être raison là aussi, c'était juste plein de questions fausses. Alors, si vous avez été témoin d'un acte inapproprié, c'est important de se demander à la victime comment elle se sent, puis son niveau de confort à elle. Il ne faut jamais l'obliger à signaler ces incidents-là à l'employeur. C'est vraiment à elle de le faire, même si vous êtes témoin. Puis, il n'y a pas d'obligation dans la loi de le faire non plus. Fait que c'est vraiment le choix de la victime de le faire ou non. Alors, maintenant, on va tourner au processus de plainte. Alors, des employés peuvent porter plainte auprès de l'employeur si elle ou il a été directement victime ou s'ils ont été témoins. Donc, une plainte par un témoin va déclencher la procédure prévue dans la politique. Les premières étapes à suivre après une plainte, c'est généralement prévu dans la politique interne. Si les employés font partie d'un milieu de travail syndiqué, puis ça, on va en discuter un petit peu plus tard, toute la procédure de plainte va se trouver dans la convention collective. Par exemple, pour ce cas-ci, on va commencer avec une entreprise qui a une politique interne qui est non syndiquée. Les grandes étapes, c'est généralement ce que vous voyez à l'écran. Alors, la première étape, la partie plaignante va déposer sa plainte auprès de la personne qui est désignée à recevoir la plainte dans la politique. Ensuite, l'employeur va accuser réception de la plainte. Ensuite, l'employeur va prendre des mesures provisoires ou temporaires au besoin. Par exemple, l'employeur pourrait séparer la partie plaignante de la personne accusée. Aussi, elle pourrait imposer un congé administratif payé. Par la suite, l'employeur va procéder à une enquête impartiale. L'enquête va être menée par une personne désignée dans la politique. Ça peut être une personne qui est dans l'entreprise ou hors de l'entreprise également. Et ensuite, la personne désignée va faire des entrevues avec les parties impliquées et finaliser un rapport d'enquête qui va être soumis à l'employeur. Et finalement, l'employeur va communiquer les résultats de l'enquête et les mesures prises, s'il y en a, à l'employé qui a fait la plainte et aussi à la personne accusée. Puis, ces 4 étapes-là doivent être complétées le plus rapidement possible dans les circonstances. Dans certains cas, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut aller même jusqu'à des semaines. Il y a certaines choses, certains facteurs qui vont influencer la durée de traitement de la plainte. Par exemple, comment complexes les faits, la taille de l'organisation, combien de personnes qui sont impliquées, donc combien de personnes qu'il faut faire des entrevues. Ça va changer les choses un peu. Si c'est un cas très complexe avec plusieurs personnes à interviewer, plusieurs preuves à recueillir, ça peut même prendre plusieurs mois dans certaines circonstances. Alors maintenant, on va parler de la personne qui est chargée de l'enquête. C'est l'employeur qui va choisir cette personne-là, mais la personne choisie doit respecter les exigences dans la loi. Alors, la personne doit être objective, compétente, impartiale et crédible et avoir les connaissances nécessaires de la loi en matière de harcèlement au travail et de l'équité procédurale. L'employé qui fait la plainte ne peut pas s'opposer au choix de la personne chargée de l'enquête. Mais on va en parler plus tard qu'il va y avoir différents recours si la personne pense que le processus a été fautif. Pour déterminer s'il y a eu du harcèlement en milieu de travail, la personne qui est chargée de l'enquête doit évaluer qu'est-ce que la personne plaignante dit dans sa plainte et aussi l'ensemble de la preuve qu'il va recueillir
par exemple, les témoignages des différentes personnes, également les documents, puis ensuite, il va analyser ça au cas par cas. Puis en fonction de cette preuve recueillie, la crédibilité des différentes personnes, la personne chargée de l'enquête doit décider si les allégations sont fondées, puis si elles répondent aussi à la définition de harcèlement sexuel qui est dans la politique interne de l'organisation. Ensuite, si c'est déterminé que oui, les faits ont bien eu lieu, la personne chargée de l'enquête doit répondre à 2 questions. Premièrement, selon l'employé, est-ce que les faits dénoncés constituent du harcèlement sexuel au sens de la politique de l'employeur? C'est pas nécessaire de prouver que la personne accusée avait l'intention d'harceler. Donc, pour répondre à cette question, il faut que la personne chargée de l'enquête se concentre sur la perception de l'employé qui a subi les comportements d'harcèlement au travail. Et deuxièmement, est-ce qu'une personne raisonnable placée dans la même situation que la personne plaignante considérait-elle les faits comme du harcèlement? Donc, la personne chargée de l'enquête doit déterminer si elle placerait une autre personne dans la même situation que l'employé. Est-ce que cette personne-là dirait aussi qu'elle est victime? Si oui, la plainte est fondée. Généralement, par la suite, la personne chargée de l'enquête va écrire un rapport, puis ensuite, ce rapport-là va détailler certaines choses comme le déroulement de l'enquête, la preuve qu'il a recueillie, l'analyse faite de la preuve et finalement les conclusions. Le rapport va être remis à l'employeur. Puis, c'est l'employeur qui va déterminer s'il y a des mesures administratives ou disciplinaires à faire. L'employé qui a fait la plainte ainsi que la personne accusée vont être informés des conclusions de l'enquête, puis aussi s'il y a eu des mesures administratives ou disciplinaires prises. Mais c'est important à noter que les mesures prises contre un employé, ce sont confidentielles. Alors, les détails de ces mesures-là ne sont pas partagés avec la personne plaignante. Il y a juste la personne accusée qui peut connaître la nature exacte des conséquences ou des sanctions. Il y a différentes mesures correctrices qui peuvent être mises en place. Par exemple, des mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au congédiement. Il y a aussi des mesures d'accommodement permanent qui pourraient être ordonnées, des politiques additionnelles qui pourraient être élaborées, la médiation, des activités de développement d'esprit d'équipe, des choses comme ça. Là, maintenant, si jamais la personne plaignante considère que le processus d'enquête a été fautif ou incomplet, elle peut signaler ce fait à un inspecteur ou à une inspectrice du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Ensuite, il va y avoir l'inspectrice ou l'inspecteur qui va venir sur les lieux du travail pour enquêter. Si c'est déterminé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales, l'inspectrice ou l'inspecteur a le pouvoir de faire certaines choses. Notamment, il peut ordonner par écrit que l'employeur refasse l'enquête à ses frais. L'enquête devrait être faite par une personne impartiale qui possède les connaissances, l'expérience et les qualités requises. Important, comme j'ai mentionné ici, une personne impartiale, ça peut être quelqu'un en dehors du milieu du travail. Ça peut aussi être quelqu'un qui fait partie du milieu du travail. Ça va dépendre des circonstances de l'organisation. Là aussi, un peu de statistiques qui a ressorti du sondage de 2017. Ce sondage-là a aussi révélé qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas signalé les incidents les plus récents. Puis les raisons données sont les suivantes. Le fait qu'il y a une crainte de recevoir des représailles à la partie des personnes autorités, qu'il y a des doutes au sujet de processus de plainte. Par exemple, on a des doutes que ça va rester confidentiel, mais que le processus est lent et qu'on a des manques de connaissances à savoir si qu'est-ce qu'on a vécu, c'était vraiment du harcèlement sexuel au travail. Ça, c'est les 3 raisons principales qui ont été mentionnées dans le sondage. Alors, 2 petites questions ici, puis on va passer à la prochaine section. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les étapes dans le bon ordre pour déposer une plainte de harcèlement sexuel au travail? Est-ce que c'est le dépôt, l'enquête, les mesures provisoires et la communication des résultats? Est-ce que c'est le dépôt, la prise de mesures, les enquêtes et la communication des résultats? Est-ce que c'est les mesures, le dépôt, l'enquête et les résultats? Ou est-ce que c'est le dépôt, l'enquête, les résultats et ensuite la prise de mesures provisoires? Je vous laisse quelques instants.
Alors, la bonne réponse, c'était la réponse B. Alors, premièrement, on fait le dépôt de la plainte. Ensuite, basé sur les faits, s'il y a des mesures provisoires à prendre, l'employeur va les prendre. Ensuite, on fait une enquête impartiale avec la personne chargée de l'enquête et les résultats vont être communiqués à la personne accusée et à la personne plaignante. Je pense qu'il y avait deux qui n'avaient correct. Ensuite, une personne plaignante ne peut pas contester les résultats de l'enquête. Vrai ou faux? Deux personnes ont dit faux. Alors, c'était une trick question, merci. Alors, c'est vrai, une personne plaignante ne peut pas directement contester les résultats, mais si elle pense que le processus a été fautif ou incomplet, elle peut le signaler à un inspecteur. Et ensuite, si l'inspecteur vient au lieu du travail et détermine que oui, l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales, il peut ordonner une nouvelle inspection. Alors, par la suite, si la nouvelle enquête fait des résultats différents, ben à ce moment-là, ça, c'est une différente chose. Mais la personne plaignante ne peut pas directement contester les résultats de l'enquête, seulement le processus de plainte. Alors maintenant, on va passer à la prochaine section qui est les options pour la victime de harcèlement. Puis là, je vais peut-être passer quand même assez rapidement parce que j'aimerais de laisser un 5 minutes à la fin pour le formulaire de rétroaction. Alors, on a l'option faire une poursuite civile. Parce que le harcèlement en milieu de travail, ça peut faire en sorte que c'est un climat de travail toxique, puis que ce climat de travail-là, ça va pousser la personne à quitter son emploi. Dans un milieu de travail qui est non syndiqué, le fait qu'un climat de travail est devenu toxique, c'est considéré comme étant un changement fondamental des modalités de travail. Puis tout changement de condition qui est fait sans accord de l'employé, ça pourrait être considéré comme un congédiement implicite. Puis, si jamais que la victime commence une poursuite civile, puis qu'elle gagne sa poursuite, puis que le tribunal dit oui, c'était en effet un congédiement implicite, elle pourrait recevoir la compensation, par exemple la compensation financière. Mais à noter que des poursuites civiles, ça peut être long, ça peut être cher. Alors, si jamais on veut déterminer si une poursuite civile, c'est la meilleure chose à faire et c'est toujours recommandé de consulter un avocat ou une avocate. Donc, pour les milieux de travail syndiqués, si jamais un employé fait partie d'un milieu de travail syndiqué, elle peut toujours discuter avec son représentant ou sa représentante syndicale. Le syndicat peut l'accompagner au cours du dépôt de la plainte et les enquêtes, les étapes suivantes et tout ça. Même le fait que le syndicat peut déposer un grief au nom de l'employé. Un grief, c'est une plainte qui est déposée contre l'employeur à la suite d'une décision ou d'une inaction qui est considérée comme contraire à la convention collective. Alors, si jamais le syndicat pense que les modalités de la convention collective n'ont pas été respectées en raison des allégations de harcèlement sexuel ou la façon dans laquelle l'employeur a géré une plainte de harcèlement sexuel, elle peut déposer un grief au nom de l'employé. Les délais pour déposer ces griefs-là vont varier, puis ça va être selon la convention collective. Même chose pour la procédure. Pour déposer le grief, il faut aller voir dans la convention collective également. Si jamais l'employé, le syndicat puis l'employeur se mettent ensemble puis règlent tout assez rapidement, ça peut se régler dans quelques jours. Mais c'est possible, si c'est pas possible de trouver un terrain d'entente quand on se rend compte, le grief peut être soumis à ce qu'on appelle un arbitrage. Puis l'arbitrage, c'est un processus de règlement de conflit, puis c'est semblable à un procès, donc ça peut prendre du temps. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Aussi, si jamais l'employé pense avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, de discrimination ou de représailles qui sont fondées sur les motifs dans le code des droits de la personne, par exemple son sexe, son identité sexuelle, l'expression d'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle, elle pourrait entamer un recours au tribunal des droits de la personne de l'Ontario pour non-respect du code. Aussi à noter ici, je sais, je l'ai déjà mentionné, mais la liste de motifs dans la diapositive ici, elle n'est non exhaustive. Il y a d'autres motifs dans le code, par exemple l'âge, la croyance, la citoyenneté, l'handicap, l'état familial, etc. Le tribunal des droits de la personne peut ordonner des différentes mesures de redressement.
Si l'employé a été congédié, le tribunal peut ordonner sa réintégration au travail, une somme d'argent compensatoire, une somme d'argent compensatoire pour compenser les pertes financières aussi. La procédure devant un tribunal des droits de la personne, c'est semblable à un procès devant une cour de justice. Puis, toutes les étapes sont détaillées sur le site web du tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Puis, aussi ici, il faut savoir qu'il y a différentes conséquences qui pourraient être données ou les conséquences qui pourraient être... une personne qui a harcelé une autre personne pourrait avoir différentes conséquences. Elle pourrait être obligée de présenter des excuses, de suivre une formation de sensibilisation. Elle pourrait recevoir des mesures disciplinaires allant jusqu'au congédiement. Comme j'ai mentionné, elle pourrait faire l'objet d'une poursuite civile si la victime commence une poursuite civile. Puis si la victime gagne, la personne qui a harcelé pourrait être ordonnée de dédommager financièrement la victime. Et finalement, elle pourrait aussi être accusée d'un crime selon le Code criminel du Canada. Il y a certains actes de harcèlement sexuel au travail qui peuvent mener à des accusations criminelles portées contre l'auteur de ces actes. À noter que le harcèlement sexuel, ce n'est pas un crime dans le code, mais par exemple, si c'est une situation de voie de fait ou de assault, comme on dirait en anglais, ou d'agression sexuelle ou de harcèlement criminel, là, ça, ce sont tous des comportements de harcèlement sexuel qui pourraient tourner en crime si jamais la victime décide d'aller au poste de police. Si jamais la personne accusée d'harcèlement est reconnue coupable, donc found guilty, d'un acte criminel, il pourrait avoir des conséquences sur son statut d'immigration. Alors, je voulais juste rapidement parler des impacts possibles sur le statut d'immigration. Alors, si jamais la personne voudrait demander la citoyenneté, en vertu de l'article 22 de la loi sur la citoyenneté, une personne qui est trouvée coupable d'une infraction prévue au Code doit patienter 4 ans avant d'être éligible à demander sa citoyenneté. Si jamais on est résident permanent, la loi sur l'immigration et le statut du réfugié dit que cette personne-là pourrait être interdite du Canada si elle est déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans ou d'une infraction à une loi fédérale, par exemple le Code criminel, puis qu'elle reçoit une peine de plus de 6 mois, une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois. Là, les emprisonnements maximaux, ça, c'est tout prévu dans le Code. Chaque infraction a un emprisonnement maximal qui est décrit dans la loi. Alors, j'ai été fouiller un peu, puis j'ai trouvé des crimes où l'emprisonnement maximal est au moins 10 ans. Voie de fait grave, ça, c'était celui que j'ai trouvé dans le comme assault, voie de fait assault grave. Si la définition, c'est quiconque blesse, mutile ou défigure la plaignante ou met sa vie en danger. Puis ça, c'est un crime qui est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Alors, c'est un crime plus grave, mais si jamais une personne fait du harcèlement sexuel puis qu'elle est reconnue coupable de voie de fait grave, ça se peut qu'elle soit interdite du territoire si elle est résidente permanente. Aussi, si jamais qu'elle commet voie de fait grave et qu'elle reçoit une peine d'emprisonnement de 6 mois et plus, aussi, là, elle pourrait être interdite du Canada. Là, concernant le résident temporaire, ça, c'est une personne qui a un visa de travail, de visiteur ou d'études. Cette personne-là pourrait être interdite du Canada si elle est déclarée coupable d'un crime punissable par mise en accusation. Là, je vais faire un petit stop là. On a deux façons de procéder, ou la couronne a deux façons de procéder dans certains crimes, soit par procédure sommaire ou par mise en accusation. Ça, c'est aussi inscrit dans le Code criminel. Il y a certains crimes qui sont punissables seulement par procédure sommaire. Il y a certains crimes qui sont punissables seulement par mise en accusation. Et ensuite, on a des infractions hybrides où la couronne a le choix de procéder d'un bord ou de l'autre. Par procédure sommaire, ce sont des crimes qui sont inférieurs, qui ont des gravités inférieures. Par exemple, le vol de moins de 5 000 $. Puis, pour les mises en accusation, c'est pour des délits plus graves, des peines qui reçoivent des peines plus sévères, qui ont une gravité supérieure. Là, par exemple, ici, je vais à l'extrême, mais le meurtre, la conduite dangereuse causant la mort ou des voies de fait graves, ce sont toutes des infractions qui sont punissables par mise en accusation. Là, je continue. Ou le résident temporaire pourrait être interdit du Canada s'il est trouvé coupable de 2 infractions qui ne découlent pas des mêmes faits. Ça, c'est 2 situations où
le résident temporaire pourrait être interdit du Canada. C'est un peu compliqué, alors on va faire un dernier petit quiz avant de passer au formulaire de rétroaction pour voir si vous avez bien consolidé ces informations-là. Alors, si une personne plaignante a démissionné à cause du harcèlement, elle peut aller devant un tribunal pour faire reconnaître son départ comme un congédiement temporaire, congédiement implicite ou congédiement sans préavis. Alors, vous avez tous les deux raison. Si la personne plaignante a démissionné, elle peut faire reconnaître sa démission comme un congédiement implicite. Et si c'est reconnu comme tel, ben ensuite, il y a des différentes mesures de redressement que la Cour peut ordonner. Si la personne plaignante fait partie d'un milieu syndiqué, son représentant ou sa représentante syndicale peut déposer un grief en son nom. Vrai ou faux? Alors, il y a une personne qui a dit vrai, deux personnes qui ont dit vrai, trois personnes qui ont dit vrai. Alors, vous avez raison. Si jamais le représentant syndical pense que l'employeur n'a pas respecté les modalités de la convention collective, il peut déposer un grief en le nom de l'employé. Le harcèlement sexuel est un crime selon le Code criminel du Canada. Vrai ou faux? Une personne dit faux, une personne dit vrai. C'est faux. Dans le Code criminel du Canada, il n'y a pas une infraction qui s'appelle harcèlement sexuel, mais il y a des comportements de harcèlement sexuel qui pourraient être des crimes, par exemple des voies de fait. Si c'est une situation d'agression sexuelle ou de harcèlement criminel, là, ce sont trois différents crimes qui pourraient être considérés comme des infractions, mais harcèlement sexuel, pas inscrit dans le code. Prochaine. Une personne reconnue coupable au Canada d'une infraction prévue au Code doit patienter combien de temps avant de pouvoir demander sa citoyenneté? 1 an, 4 ans, 6 ans ou 10 ans? Trois personnes ont dit 4 ans. Vous avez raison. On doit patienter 4 ans pour demander sa citoyenneté par la suite d'être reconnu coupable d'un crime. N'importe quel crime. Un résident permanent est trouvé coupable d'un crime, puis il reçoit une peine d'emprisonnement de 4 mois. Le crime est punissable d'un emprisonnement maximal de 8 ans. Est-ce qu'il risque d'être renvoyé au Canada? Du Canada? Oui ou non? Une personne dit oui. Deux personnes disent oui. Trois personnes disent oui. Non, pas dans ce cas-ci. Alors, les résidents permanents sont à risque d'être interdits du territoire s'ils reçoivent une peine d'emprisonnement de 6 mois et plus. Dans ce cas-ci, c'était une peine de 4 mois. Et aussi, ils risquent d'être interdits du Canada si le crime est punissable d'un emprisonnement maximal de 10 ans et plus. Et dans ce cas-ci, c'était 8 ans. Alors, selon la loi sur l'immigration et le statut des réfugiés, il n'est pas à risque d'être interdit du Canada. Maintenant, on va parler des résidents temporaires. Donc, on a une résidente temporaire avec un visa étudiant, puis qu'elle est trouvée coupable d'une infraction par mise en accusation. Est-ce qu'elle risque d'être renvoyée du Canada? Oui ou non? Une personne dit oui. Deux personnes, oui. Vous avez raison. Alors, pour la résidence temporaire, si on est trouvé coupable d'un crime punissable par mise en accusation, que ce sont des crimes plus graves, oui, on peut être interdit du Canada. Ou aussi, l'autre situation, ce serait si la personne aurait été trouvée coupable de deux infractions différentes qui découlent de deux faits différents. Merci beaucoup.